Bonjour à toutes et à tous. Je me présente à vous. Je suis le caporal Nagia. Mon nom de famille Nagia, de prénom Ibrahim Bilal. J'ai 28 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, c'est pas mon anniversaire, mais aujourd'hui. Comment? 28 ans. Je suis sapeur-pompier professionnel depuis juillet, l'année dernière, juillet 2022. J'ai été avant cela contractuel depuis décembre dernier, et avant ça, j'ai été volontaire. Mais bon, je vais vous raconter un peu mon parcours dans les diapositives qui vont suivre. Aujourd'hui, mon sujet qui m'a été donné, c'est le maintien en condition opérationnelle, l'organisation de la maintenance au sein du service. Et je vais vous faire une petite partie. Moi, je ne vais pas trop vous emmerder avec ça, mais le risque industriel en Alsace. C'est un peu lourd, pour moi aussi ça l'est, je ne vais pas trop vous embêter. Alors, tout d'abord, qui je suis. Je vais commencer par vous décrire mon cursus scolaire. Comme tous ceux qui sont présents ici, j'ai été élève à l'UT Pasteur de Schiltigheim en gym. Avant ça, j'ai effectué un baccalauréat S, option sciences d'ingénieur au lycée Marcel Rudloff de Strasbourg. Ensuite, la suite logique, le DUT, génie industriel et maintenance, grâce auquel d'ailleurs j'ai même pu partir au Canada pour mon stage de fin d'études. Je ne sais pas si ça se fait encore. Si, ça se fait toujours. J'ai été affecté à la société La Volt, donc c'était un fabricant de maquettes didactiques au Québec. Eux, ils étaient en contrat dans la période où j'y étais avec les prisons américaines pour leur faire des maquettes de TP sur tout ce qui est thermodynamique et aussi un peu de mécanique. En 2015, j'ai fait une licence professionnelle en qualité et maîtrise de l'énergie électrique à l'UFR de physique ingénierie de Strasbourg. Alors de base, je voulais faire une licence pro CIMI ou TAM, sauf que à la rentrée, j'avais toujours pas de patron. Je me suis orienté vers les licences pro QM2E et j'y étais en tant que stagiaire études électriques chez Sogeka à Erlisheim. Donc c'est du travaux public avant tout. Et voilà. Pour mon cursus scolaire, en tant qu'expérience professionnelle, j'ai ensuite en 2016, allez, un peu moins d'un an après ma sortie de licence, j'ai été embauché chez Ager Group, donc à Aubernais, en tant que technicien de laboratoire. Mes tâches consistaient à faire des essais sur des produits de type disjoncteur, donc tout ce que vous avez à la maison, ou par exemple ici. Au début, j'étais sur la partie petit matériel, et ensuite j'ai basculé sur une partie où c'était tout ce qui était disjoncteur et interrupteur pour les entreprises. Donc c'était du plus gros calibre avec des plus grosses intensités qui passaient dedans. Ce que je vous disais, donc réaliser des essais, le bureau d'études et les ingénieurs, etc., faisaient des modifications sur les produits. On a acheté un nouveau polymère, on l'a fait fondre, on a changé l'enveloppe du produit, on veut essayer de voir ce que ça donne pour réduire les coûts. Le ressort, on l'a orienté de 45 degrés par rapport à l'origine pour voir aussi est-ce que ça passe toujours ou pas. Tout ce qui était lame à l'intérieur qui chauffe et qui donc se rétracte pour faire claquer le disjoncteur, pareil, on a changé le revêtement. Est-ce que ça fonctionne toujours? Donc moi j'avais deux lots, un lot témoin, un lot d'essai. Donc le lot témoin, celui qui est encore en vente sur le marché actuellement, et le lot d'essai qui, lui, avait les modifications qui étaient prévues par les ingénieurs. Une fois que ça s'était fait, j'avais un compte rendu à faire, un rapport, des fois en anglais, parce que Aguerre est une société pas seulement française, il y en a en Inde, en Chine. Une fois que ça s'était fait, mon rapport était envoyé, on avait une petite réunion. Si ça fonctionnait, tant mieux, tout allait bien. Par contre, si ça fonctionnait pas, il fallait savoir le pourquoi du comment et expliquer aux ingénieurs où est-ce que ça n'a pas fonctionné forcément et quelles sont les améliorations qu'on pouvait apporter sur ces produits. Ensuite, j'ai complètement changé de milieu. Donc, je suis passé dans le monde de la nuit, entre guillemets, on va dire. J'ai été co-gérant d'un établissement de nuit. Au début, j'ai commencé serveur. Voilà, on va dire. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai monté les échelons et jusqu'à être co-gérant avec un ami. Donc, on s'occupait de tout ce qui était réservation, plus tout ce qui était achat de fournitures, programmation des événements qu'on faisait, etc. Bien sûr, le monde de la nuit, c'est bien. On a tous fait, entre guillemets, notre expérience du monde de la nuit. C'est sympa, c'est cool, mais à un moment donné, on commence à prendre de l'âge, à grandir et on se focalise un peu plus sur notre avenir et à se dire, on va quand même faire quelque chose d'autre.
En fin 2022, donc comme je vous disais, depuis juillet, je suis caporal de sapeurs-pompiers professionnel au sein du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Alors, les pompiers, c'est un grand monde. Je vous décrirai un peu qu'est-ce qu'un service d'incendie et de secours dans les diapositives qui suivent. Pour ma petite histoire, moi, j'ai été jeune sapeur-pompier au collège. Donc, j'ai eu la chance de faire 4 années de jeune sapeur-pompier. Donc, on apprenait un peu qu'est-ce qu'était le métier de sapeur-pompier. C'est de là que m'est resté ça a été ancré en moi et je me suis dit pourquoi pas un jour devenir volontaire d'abord. Et si ça me plaît vraiment, passer le cap de professionnel. Alors, j'ai été pris en tant que volontaire en 2020, donc en pleine crise de Covid. Ça fait maintenant 3 ans. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit que c'est ça que je veux faire. Et le dernier concours en date était en 2021. Donc j'ai passé le concours, c'est un concours de la fonction publique, hein, ouvert à tous. Il faut juste, il me semble, si je dis pas de bêtises, jouir de ses droits français et avoir au moins le brevet. Donc jusque-là, il n'y a pas trop de difficultés. Ensuite, c'est une épreuve écrite, une épreuve sportive et une épreuve orale. Pardon. Donc l'épreuve écrite, c'est niveau 3e, comme je disais, donc français maths. Moi, à 27 ans, je me suis remis à faire des divisions posées sur papier, parce que calculatrice interdite, forcément. Fallait que je révise aussi le théorème de Pythagore. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui ont peut-être oublié, mais oui, il existe toujours et il m'a servi. Ensuite, l'épreuve orale, donc c'est avec un jury composé de 3 personnes ou 4, cela dépend. Donc des pompiers pros et des RH et même peut-être des élus, des fois. C'est 15 minutes de présentation, non pardon, 5 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Donc ça peut être des questions sur votre vie, comme ça peut être des questions sur le service, comme comment fonctionne un service d'incendie de secours, qui a la tête, qui vote les lois entre guillemets ou le règlement opérationnel, etc. Présentation générale du service d'incendie de secours. Donc le 6 du Bas-Rhin, c'est un établissement public, donc je pense que vous l'avez deviné, je suis fonctionnaire, voilà, comme les professeurs ici présents. Donc, ayant pour mission la défense incendie, le secours à personne et la protection des biens et de l'environnement. Alors, c'est un peu un vieux PowerPoint, pardon, qui date de 2020, il me semble. Mais à partir de cette année, on fait plus que la protection des biens et de l'environnement, on fait aussi la protection des animaux. Donc, il faut savoir que les animaux sont aujourd'hui une, entre guillemets, part entière. Et les gens, ils se sont réveillés, ils se sont dit, les animaux sont importants. Avec toutes les lois qui tombent, faut quand même les préserver aussi. Donc les compétences exclusives, pardon, donc on a la prévention, protection et lutte contre les incendies. Donc ça, c'est la mission historique des sapeurs-pompiers, hein. On a toujours cette image en tête des pompiers qui éteignent les incendies, oui, mais on fait plus que ça d'ailleurs. On fait beaucoup d'autres choses. Les incendies représentent à peu près 8% de notre activité opérationnelle. Le secours à personne, 80%. Donc vous nous voyez souvent dans nos petits engins carrés, à faire des allers-retours entre les domiciles des personnes, les lieux publics et les hôpitaux. Donc la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. Donc le service est doté de plusieurs spécialistes, donc j'y viendrai après. L'évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels. Alors ça c'est dans des bureaux, hein, bien sûr, c'est pas les pompiers professionnels qui sont sur le terrain qui font ça, c'est forcément d'autres pompiers qui sont eux par contre dans les bureaux. Préparation des mesures de sauvegarde à l'organisation des moyens de secours, pareil. Donc moi je ferai jamais ça, enfin pour l'instant non. Et le secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi que leur évacuation. Donc là, comme je vous disais avant, ça représente aujourd'hui 80% le secours à personne. Il est composé, donc il n'y a pas que les pompiers sur le terrain qui sont dans les engins. Et comme je vous le disais, il y en a plein dans les bureaux. D'ailleurs, le siège est à Wolfisheim. Vous avez sûrement dû passer devant plusieurs fois. Route de Paris. Donc il réunit l'état-major, les services support, les services de santé et de secours médical, ainsi que le centre de traitement de l'alerte. Alors tous les appels du 18 sont réceptionnés à Wolfisheim. Ils sont traités en direct et en fonction de l'urgence, de la classification de cette urgence, un ou plusieurs moyens sont déployés. Donc un corps départemental de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, organisé en centre d'incendie et de secours, réparti sur l'ensemble du département. Un service de santé et de secours médical, à savoir qu'on a nos propres infirmiers et médecins qui nous font faire les visites médicales. Quand il y a une catastrophe sanitaire, comme il y a eu le Covid, ils arment les centres de vaccination.
Donc nous, on était entre guillemets là pour faire l'accueil du public, mais c'est avant tout eux qui bossaient sur l'aspect vaccination. Des services opérationnels administratifs et techniques pour la gestion quotidienne de son activité. Donc là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, sur tout ce qui est maintenance, etc. Donc les services opérationnels, entre guillemets, on va dire que c'est moi. Je suis sur le terrain, donc je fais partie du service opérationnel. L'administratif, c'est tous ceux qui sont dans les bureaux. Et enfin, le technique, eux, par contre, sont dans les ateliers. Le parc véhicule du service donc, est composé de 1047 véhicules et engins. Donc, les trois plus gros que vous verrez le plus souvent, donc on a le VSAV, les ambulances, entre guillemets. L'échelle pivotante à mouvement combiné, donc les échelles que vous pouvez voir lors d'incendie, ou tout ce qui est ouverture de porte pour les personnes qui ne répondent plus à leur domicile. On peut aussi être amené à faire appel à l'échelle. Et le fourgon pompe-tonne secours routier. Donc le fourgon pompe-tonne secours routier, la particularité de ce véhicule, à l'époque, ils étaient que pompe-tonne, donc ils s'occupaient que des incendies. Aujourd'hui, ils sont SR, donc secours routier, c'est-à-dire qu'ils interviennent sur les accidents de circulation. Il y a un côté du véhicule, donc 3 volets dédiés à l'incendie, et de l'autre côté, on a 3 volets dédiés au secours routier, donc avec des outils afin de pouvoir faire des extractions de victimes qui sont incarcérées. Le parc immobilier du service donc, est constitué de 250 sites avec à peu près 124 700 m² de locaux. Donc la direction, je vous l'ai dit, à Wolfisheim. Donc le prisme 1, le prisme 2, c'est la plateforme départementale. Donc c'est là où il y a tous les ateliers, si jamais il y a une panne ou quoi que ce soit sur les véhicules. Et le prisme 3, c'est la maison du sapeur-pompier, pardon. Et d'ailleurs, le centre de traitement d'alerte a aussi déménagé dans ce bâtiment. Composé aussi de centres d'incendie et de secours, dont les sièges de compagnie et d'unités territoriales et les 7 cabinets médicaux du Bas-Rhin. Et le siège de l'école départementale est au centre d'incendie et de secours Strasbourg-Ouest. Les effectifs, donc comme je vous le disais, il n'y a pas que les pompiers sur le terrain. On a 637 sapeurs-pompiers professionnels dans tout le département. Dans ces 637, il y a 10 membres du service de santé et de secours médical. Donc eux sont médecins, sapeurs-pompiers ou infirmiers sapeurs-pompiers professionnels. Cet effectif est composé de 21 femmes. Alors oui, je ne suis pas macho, moi je suis pas, au contraire, je suis complètement d'accord avec le fait que les femmes peuvent bien sûr intégrer ce beau métier, mais bien sûr on est avant tout jugé sur la condition physique. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas capables, au contraire, la preuve est là, il y en a 21 qui sont pompiers professionnels. Donc voilà pour l'effectif des pompiers professionnels. On a 150 personnels administratifs et techniques, donc ceux qui travaillent en tant qu'accueil, par exemple, au Prisme, ou je ne sais pas, tous ceux qui sont dans les services paye, etc. Donc 93 femmes. Donc il y a un peu plus de femmes dans l'administratif que dans l'opérationnel. Et enfin, on est à 4262 sapeurs-pompiers volontaires actifs. Donc 392 sont professionnels ou personnel administratif technique. J'en fais partie, je suis aussi volontaire. On a 771 femmes qui sont pompiers volontaires. Donc, je vous le disais, hein, c'est ouvert à tout le monde. Et 197 membres du service de santé et de secours médical. Donc, on a aussi des infirmiers qui sont sapeurs-pompiers volontaires, qui exercent leur métier d'infirmier, qu'ils soient libéral ou aux urgences. Et à côté, ils sont aussi volontaires. Alors, en quelques chiffres, sa mission, c'est le secours d'urgence, prévenir, protéger, secourir les personnes. 66 720 interventions en 2020 et 212 060 appels en 2020. Donc vous voyez la proportion, on a beaucoup d'appels, mais en termes d'intervention, on est à peu près à un tiers. Donc un tiers des appels sont pris en compte, on va dire, par les services, et les autres sont emmenés vers les structures adéquates. Plus de 5000 femmes et hommes au service de la population barinoise, 242 centres d'incendie et de secours dans le Bas-Rhin, et un budget de 82,15 millions d'euros. Les interventions courantes, donc je vous en parlais avant, les incendies, 8 à 10%. Le secours à personne, 80%. Secours routier, à peu près 3-4%. Et tout ce qui est opérations diverses, c'est le reste. Donc en opérations diverses, on entend aussi bien les fuites d'eau que les arbres qui sont tombés sur la route suite à un gros orage ou autre. Après, on a aussi les ouvertures de portes qui sont, par exemple, la mamie n'a pas été vue depuis 3-4 jours ou une semaine. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se rendre sur les lieux d'intervention, enfin sur les lieux d'habitation de la personne et faire en sorte de tout mettre en œuvre pour pouvoir pénétrer dans le logement et vérifier est-ce que cette personne est décédée, malheureusement, ou alors elle est juste absente ou en vacances, ça peut arriver.
Donc les incendies peuvent être d'origine accidentelle ou volontaire, touchant généralement les habitations, les espaces naturels ou les véhicules. Ces derniers temps, avec la conjoncture actuelle, ils sont un peu plus d'origine accidentelle, on va dire. Vous comprenez tous pourquoi. Et le secours à personne ou prend secours correspond à l'intervention de secouristes formés et équipés capables de réaliser des gestes de secourisme. Alors, nous sommes avant tout secouristes. Donc, nous réalisons les gestes de premier secours. Et une fois que ça c'est fait, on fait un bilan au médecin du SAMU. Et selon son verdict ou son avis médical, on se dirige à l'hôpital qui nous a désigné. Donc dans le Bas-Rhin, on a 68 VSAV qui sont opérationnels. Donc ça fait une bonne... sur les 10 000 engins, on a quand même 68 ambulances. Le secours routier, donc j'en ai parlé avant, intervention des sapeurs-pompiers lors d'accidents de circulation afin de dégager les victimes et de sécuriser le site. Alors ça peut être un petit accident banal où il faut fermer une voie, et ça peut aller jusqu'à la désincarcération où la personne est complètement bloquée dans son véhicule. Intervention de nature pour les opérations diverses, pardon. Donc c'est protection des biens et de l'environnement et des animaux, bien sûr, j'ai dit avant. Elles comprennent notamment les opérations d'épuisement, intervention animalière et dégagement sur la voie publique. Pour tout ce qui est... Donc il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres... comment dire, il y a d'autres services. Donc on a le service formation, le CRERF, le bateau-pompe, les ERP, etc. Enfin le 3SM. Nous, celui qui va nous intéresser le plus dans tout ce qui est maintenant, c'est la plateforme logistique. Donc la plateforme logistique, je vous l'ai dit avant, elle est située à Wolfisheim. Au Prisme 2 d'ailleurs. Dans laquelle alors on a une pharmacie à usage interne. Donc c'est là qu'on récupère tout ce qui est pansement, etc. Tout ce qui est matériel médical pour les ambulances. Donc il y a 12 500 articles commandés par semaine sur tout le Bas-Rhin. Le groupement logistique et technique, GLT, gère la flotte d'engins et le parc matériel ainsi que la plateforme dans laquelle est stocké le matériel et les 1400 références d'habillement des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. Il y a plus de 8000 contrôles et vérifications annuels qui sont faits au sein de cet établissement. Et enfin, le groupement des infrastructures en charge de la gestion est près de 250 sites, donc travaux, réparations, maintenance réglementaire selon les énergies, gestion des énergies, etc. 2000 demandes d'intervention ou de travaux par an. Alors, pour faire simple, l'organigramme, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le groupement logistique et technique. Donc, je vous l'ai encadré en rouge. Donc, vous voyez qu'en fait, les pompiers, c'est pas seulement des hommes sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de pôles, de groupements, etc., qui font que ça fonctionne. Donc, dans le pôle des ressources financières, matérielles et immatérielles, on a le groupement logistique et technique, donc le GLT. Il est chargé d'appuyer les unités territoriales et groupements du service d'incendie et de secours dans l'exécution de leur mission opérationnelle par la fourniture de moyens ou de services. Donc là, clairement, si on a quoi que ce soit, un problème sur un véhicule, qu'on n'arrive pas à gérer entre guillemets en interne, on se rend au GLT avec bien sûr au préalable une demande qui a été faite. S'ils arrivent à gérer le problème, ils le font tout de suite. S'ils n'arrivent pas, ben dans ce cas, on laisse le véhicule, on en récupère un autre de réserve et on attend qu'il soit réparé ou mis à jour. Groupement des infrastructures. Donc là, c'est beaucoup du technique bâtimentaire. Gestion et maintenant, c'est la mise à disposition des bâtiments et des équipements mobiliers de l'établissement public. Le groupement logistique et technique. Donc, c'est le maintien en capacité opérationnelle des matériels et engins. Il s'occupe du suivi des garanties. Donc, un véhicule neuf, en général, on récupère que des véhicules neufs, vous le savez. Forcément, il a des garanties. Donc, s'il y a le moindre souci, c'est lui qui va se mettre en relation avec le constructeur. Suivre et réaliser les contrôles réglementaires des matériels. Donc, les appareils respiratoires isolants, c'est eux qui s'occupent de leur maintenance. La détection, tout ce qui est détecteur 4 gaz ou détecteur CO, par exemple. Les lots de sauvetage et de protection contre les chutes. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est en gros un harnais qu'on utilise pour se mettre en sécurité et effectuer des missions, je ne vais pas dire périlleuses, mais où il y a un risque de chute. Et les extincteurs, c'est pareil, c'est aussi eux qui gèrent toute la partie maintenance et remplissage des extincteurs. EPI, équipement de protection individuelle, engin. Donc, maintenance curative le plus souvent pour les engins. En général, c'est un peu comme tout le monde, hein. Dès que ça fait du bruit ou que ça claque, c'est là qu'on va voir le mécanicien. Là, c'est pareil. Et puis, on va pas se le cacher, on n'est pas détendre avec les engins. Forcément, c'est un service d'urgence, donc au démarrage à froid, etc. Nous, on est obligé de, entre guillemets, mettre le paquet pour essayer de se rendre le plus rapidement possible. Donc oui, il y a beaucoup de casses. Mais bon,
En général, c'est assez bien géré. Traiter les demandes des UT en assurer le suivi et la traçabilité. Donc, une unité territoriale est composée donc une caserne avec plusieurs petites casernes. Quelles que soient les demandes faites, que ce soit sur les engins ou sur le bâtiment, pareil, c'est le GLT qui va prendre en compte et traiter. Gérer la maintenance et la réparation externalisée. Organiser les relations avec les prestataires, marché, commande, service. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Marché, commande, service. C'est eux qui gèrent la maintenance. Voilà, c'est ce que je vous disais en gros. Et enfin, organiser et réaliser l'opération de maintenance, entretien, transformation en régie. D'autres missions, c'est élaborer et mettre en œuvre le plan d'équipement matériel, assurer la gestion de la flotte d'engins et du parc matériel ainsi que l'approvisionnement en carburant. Alors, on ne se rend pas à Total pour faire le plein, on a nos propres pompes à essence dans nos casernes. Pareil, c'est eux qui gèrent l'acheminement du carburant jusqu'aux casernes et ensuite nous, on fait le plein sur place. Assurer la gestion de la plateforme logistique, planifier et assurer les opérations de maintenance et de contrôle réglementaire. Forcément, hein, ça doit être un service public, ils ont des règlements à suivre. Donc, dès qu'il y a quelque chose à faire en termes de maintenance, c'est eux qui s'en occupent. Et organiser les réparations en régie. Alors, donc ça, c'était pour que tout ce qui était maintenance un peu plus poussé sur tout ce qui est engin, etc. Maintenant, je vais vous parler vite fait de la maintenance en caserne. Alors, on n'est pas tous techniciens de maintenance en caserne, d'accord. Les sapeurs-pompiers en général, sauf ceux qui sont rentrés à 18 ans, ont commencé par un autre métier. Il y en a qui sont électriciens, d'autres qui sont... Il y en a aussi des techniciens de maintenance. Il y a des peintres, des plombiers, des chauffagistes, etc. Et en fait, c'est avec le plus de chacun, l'expérience professionnelle de chacun, qu'on essaye de mettre entre guillemets en place des actions curatives entre nous avant de faire passer par le GLT. Donc ça va beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus rapide en termes d'exécution. C'est réglé dans la journée en général et au moins on peut tout de suite rattaquer sur autre chose. Donc là maintenant, sans caserne, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne une garde. Alors une garde, donc c'est une équipe on est 3 équipes par caserne professionnelle. On est en roulement de 24-48. Ça veut dire que hier par exemple j'étais en garde, j'ai bossé 24 heures, j'ai fini ce matin et je reprends donc samedi. Donc on est 3 équipes, on se relaye tous les jours. Sur mes jours de repos, je ne peux pas être appelé. C'est la question qu'on me pose souvent. Sur mes jours de repos, je suis en repos, donc je ne peux pas être appelé. Il y a assez de... Les chefs de garde font en sorte qu'il y ait assez de monde pour que justement il n'y ait pas ce problème-là. La journée de garde est découpée en plusieurs créneaux. Donc une journée classique, comme par exemple celle d'hier. Donc à 7h45, on a un rassemblement et vérification des engins. Donc chaque sapeur-pompier a un piquet fixe pour la journée. Je peux être affecté sur l'engin d'incendie de secours, par exemple, le fourgon Pompton. Si je suis affecté là-dessus, j'ai à 7h45 une liste de vérifications à faire, personnelles. Donc je dois vérifier mes équipements, est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce que mes bouteilles sont pleines en air, est-ce que j'ai ma lampe de casque qui fonctionne, est-ce que les outils qui sont à l'intérieur fonctionnent, si les tuyaux sont encore en bon état de fonctionnement ou pas. Il faut savoir qu'un tuyau percé, c'est mettre en danger la vie des copains qui sont au feu. Parce que si un tuyau est percé et que personne n'a vu ou que personne n'a fait attention, il faut le remplacer forcément parce qu'il peut claquer à tout moment. Et le problème, c'est que pour le remplacer, il faut couper l'eau. Et si les copains ils sont déjà au feu, en général, c'est assez rapide, mais il y a quand même un risque. Donc, nous organisons aussi la maintenance de nos matériels, comme les tuyaux par exemple. Les tuyaux, une fois qu'il est percé, on a un atelier à la caserne donc, ouest de Cronenbourg, où nous effectuons nous-mêmes les réparations en interne, que ce soit un tuyau percé ou un raccord qui est cassé tout simplement. Donc on va venir mettre en place les outils nécessaires afin de pouvoir réparer ceci rapidement. Une fois que la vérification des engins est faite, jusqu'à 8h30, on a un petit déj quand même. Ensuite, manœuvre de 8h30 à 10h. Donc là, on monte dans les véhicules, on fait une simulation d'incendie ou quoi que ce soit et on manœuvre. Donc on se met à jour en fait. On reste toujours opérationnel, même pendant la manœuvre. Ça veut dire que si on est en manœuvre et que normalement on est en départ secondaire, mais si jamais il n'y a vraiment plus personne, eh ben, pendant la manœuvre, on doit être vigilant et pouvoir tout ranger et enfin partir en intervention.
De 10h à midi, donc il y en a un créneau de casernement. Alors le casernement, c'est tout simplement tout ce qui est nettoyage de locaux ou réparation de matériel défectueux. Midi à 14h, repas. On mange pas pendant 2 heures, hein, mais de midi à 14h, on est entre guillemets en veille. Donc on mange à midi et jusqu'à 14h, on est en veille. Donc on peut se reposer un peu en salle télé ou faire autre chose sur notre temps. De 14h à 15h30, on a une formation. En général, c'est tout ce qui est secours à personne pour toujours pareil être à jour et ne rien manquer aux nouveautés ou aux nouvelles choses qui auraient pu sortir entre-temps. Et enfin, le dernier créneau de la journée, de 15h30 à 17h, c'est sport. Donc on a un maintien physique à... On a une condition physique à maintenir, pardon. Et forcément, ça passe par un créneau sportif. Et du coup, tout le monde participe à ce créneau-là. De 17h à 19h, on est pareil en veille. En général, c'est pour faire... par exemple, hier, de 17h à 19h, j'ai terminé mes présentations que je vous fais aujourd'hui. D'autres sont partis en salle de muscu, faire leur muscu. D'autres sont allés faire un foot. Enfin, en fonction de l'effectif et du nombre de personnes qui a envie aussi de faire, eh ben, on essaye de faire quelque chose, soit tous ensemble, soit chacun de son côté. Le créneau maintenance matériel ou bâtimentaire, du coup, je vous le disais avant, il est placé dans le casernement. C'est-à-dire que moi, il m'est déjà arrivé de réparer une prise maréchale. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, une prise maréchale. C'est une prise, les grosses prises bleues qu'on branche sur les engins pour garder tous les équipements qui consomment du courant, donc les radios, etc., en charge. Et que une fois qu'on soit, si on part en intervention, de ne pas avoir la surprise de dire ah merde, ma lampe de casque elle est déchargée, j'ai pas de batterie sur ma radio, etc. Donc voilà un peu ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Bon, en général, ça tombe rarement en panne, mais voilà. Moi, comme j'étais technicien de maintenance et que mon chef de garde le savait, il est venu me voir, il m'a demandé est-ce que je pouvais faire quelque chose ou est-ce qu'il fallait d'abord passer ou est-ce qu'il fallait passer à tout prix par le GLT. Alors je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé et au final ça a fonctionné. Donc au final, comme dit, hein, il n'y a pas que les entreprises externes qui peuvent faire quelque chose en termes de maintenance, mais nous aussi on peut agir. Pour ce qui est de la présentation du service et de la maintenance chez nous, j'ai terminé. J'ai encore une petite partie assez rapide sur le risque industriel en Alsace. Alors, les sites Céveso, réglementation et organisation des secours. Alors, donc Céveso, c'est tout ce qui est site à risque technologique, donc industriel et chimique. Alors, je passe vite fait, hein. On a des pictogrammes de substances que vous connaissez, je pense certainement, peut-être, pas tous. Ça dépend de ce que vous bossiez. Et en gros, selon ça, on a des codes. Donc ces codes-là, lors de la reconnaissance, le chef d'agré va faire un tour des locaux, des stations essence, etc. Et identifier un maximum de substances ou activités qui peuvent être dangereuses, que ce soit pour nous ou pour l'environnement ou pour les personnes autour. En droit européen, les directives Céveso, donc c'est les dangers graves qui imposent un éloignement des populations. Il y a deux types de seuils, on a le seuil bas et le seuil haut. Donc seuil bas, c'est risque fort, et seuil haut, c'est risque majeur. En fait, ça reste des gros risques, en gros, même si c'est un Céveso seuil bas. La servitude d'utilité publique, outil du Code de l'urbanisme, permettant notamment d'interdire les constructions dans le périmètre défini par cette dernière. Vous avez des grosses entreprises autour desquelles interdiction d'implanter quelques bâtiments que ce soit, forcément à cause de justement leur classification Céveso. Des contraintes plus fortes et donc des mesures préventives obligatoires, un plan de prévention des risques technologiques et une commission de suivi du site. 20 établissements dont Barin, donc on a Dole, Lanxin, Butagaz, Total, Wagram, par exemple, qui sont des sites Céveso. Alors pour être Céveso, il y a une procédure d'autorisation, donc dépôt, purification du dossier d'autorisation. Donc le petit bonhomme, il va déposer ça au préfet, qui va valider. Une fois que c'est fait, le préfet va saisir le tribunal administratif qui désigne un commissaire d'enquête. Il y a une enquête publique sur un mois, une réunion avec le demandeur, mémoire en réponse sous 12 jours et un rapport de conclusion. Une fois que ça s'est fait, en parallèle de l'enquête publique, il y a une enquête administrative, donc, dans laquelle nous figurons aussi, nous participons à cette enquête administrative. Est-ce que ce site répond à toutes les normes incendie? Est-ce que ce site, on peut intervenir dessus sans danger, etc. Une fois que le rapport de conclusion est établi, on a un avis du CODEREST, observation sur demandeur sous 15 jours, et enfin l'arrêté d'autorisation. Donc vous voyez, pour un site Céveso, il y a beaucoup de temps qui se passe entre le dépôt et
l'autorisation d'exercer. Un petit rappel d'événements. Le 10 juillet 1976, bon, je pense que plusieurs d'entre nous n'étaient pas de ce monde encore. Donc, libération d'un nuage de dioxine suite à une surchauffe d'un réacteur de tricloférol, société ICM ESA. Bilan, aucun décès humain, mais 193 personnes atteintes de chloracné, des dizaines d'animaux domestiques tués et jaunissement de la végétation. Prise de conscience, agent responsable, donc là je passe la formule chimique. Identifié 4 jours après apparition des symptômes en raison du manque de connaissances scientifiques. Donc à l'époque, forcément, quand il y avait une catastrophe naturelle, technologique, et que forcément on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, ça mettait un peu de temps. Mais les gens ont pris connaissance et justement c'est là qu'est sorti tout ce qui est Céveso et les directives à passer. Recensement par les États des sites dangereux, réalisation d'études de danger, mise en place de moyens de prévention, politique de prévention des accidents, établissement de plans d'urgence, prise en compte des effets dominos et coopération entre exploitants, maîtrise de l'urbanisation autour des sites, information des riverains, mise en place d'une inspection des installations. Donc Céveso ne prend en compte que les effets ayant un impact sur la population et l'environnement. Voilà une petite carte des sites Céveso, par exemple, qu'on a ici. Donc Safran en fait partie, tu confirmeras. Voilà, Butagaz, Rhône-Gaz, Butagaz, Total, Bolloré Énergie, etc. Tout cela sont des sites classés Céveso. Les organisations de secours, donc, ils passent par plusieurs plans. On a les plans d'opération interne, les plans particuliers d'intervention, les plans communaux de sauvegarde, les plans particuliers de mise en sûreté et les plans de prévention de risques technologiques. Je vous rassure, je ne vais pas tous vous les faire, sinon on est encore là longtemps. Je vais vous parler du plan de prévention des risques technologiques. Donc, introduit par la loi Bachelot, pour les Céveso, seuil haut et après arrêté préfectoral de prescription. Réalisé à partir des études des dangers, il est non opérationnel, mais il concerne surtout l'urbanisme. Vise à préserver les vies humaines avoisinantes, prévoit des mesures de délaissement, d'expropriation et de renforcement des structures bâtimentaires. Périmètre souvent plus faible que le périmètre du PPI correspondant. Donc on a une carte des aléas. Ça, c'est les cartes qu'on a en interne. Ce n'est pas forcément divulgué au public. Je vous les montre. Je sais que de toute façon, ça ne vous parlera pas plus que à d'autres. Donc on a des zones d'exclusion, je ne sais pas si vous le voyez, qui sont faites. Donc on a des zones qui sont faibles, moyens, forts et très forts. Vous les voyez en haut. C'est selon l'émission du danger en fait. Et en fonction de ça, on agit grâce à un zonage que nous faisons nous-mêmes. Donc on a une zone d'exclusion, une zone contrôlée et une zone de soutien. Donc la zone d'exclusion, forcément on ne se met pas en sens du vent, d'accord. Je pense que vous l'avez tous compris pourquoi. Dedans il y a les spécialistes, d'accord. Après on a un petit SAS dans lequel on a les pompiers pros qui sont formés avec un SAS de décontamination. Et enfin, derrière, on a encore une zone de soutien où là, par exemple, il y a tout ce qui est pompiers, police et tout ce qui ne sont pas formés à ce genre d'incident. Alors, la cellule mobile d'intervention chimique. Cette CMIC est disponible au centre de secours Ouest, donc là où je bosse actuellement. C'est une des spécialités de cette caserne. Donc, on a le risque chimique et le risque radiologique. Là, en l'occurrence, ce sera du risque chimique. Donc, elle est composée d'un chef de colonne, d'un véhicule RCH, donc véhicule de risque chimique, d'un fourgon pompe-tonne, si jamais il y a un incendie ou quoi que ce soit, et d'une cellule risque chimique, dans laquelle il y a beaucoup de matériel. En dessous, on a les différents instruments qu'on utilise lors d'interventions chimiques. Donc, avant tout, c'est surtout pour faire des relevés. Alors, dans cette cellule, on a le conseiller technique. Donc, lui, il est RCH 4 ou Fort 2 ou gestion des opérations de commandement 4 aussi. Il conseille le COS et le directeur opérationnel, donc le commandant des opérations de secours. Il prépare à l'intention du COS et du DO ou de son directeur départemental les éléments de réponse pour les différentes sollicitations des médias. En gros, ce sera lui qui parlera aux médias si jamais il y a quoi que ce soit. Ce sera lui qui sera devant les caméras. Lors du déclenchement du plan Orsec, il propose, met en œuvre, après évaluation, des éléments d'aide à la décision. Et en dehors du déclenchement du plan Orsec, il se tient à disposition du directeur pour la résolution des interventions chimiques. Il peut proposer de faire appel à des renforts ou non sapeurs-pompiers. Donc il faut savoir que lors d'interventions chimiques, pas forcément que les pompiers qui participeront, il y a d'autres unités qui sont
disponibles et qui peuvent aussi venir sur l'intervention. Donc le chef de la CMIC, il organise la CMIC, il valide il complète le dispositif en place, il veille au respect de la méthodologie opérationnelle, il fait appliquer les mesures de sécurité et participe à la mise en œuvre des UMD. L'analyse et la prise en compte de la situation, il complète la reconnaissance. Donc, d'abord, on a le conseiller technique qui va faire une première reconnaissance, le chef qui va faire une deuxième et compléter. Et enfin, compléter les et déterminer les moyens à mettre en œuvre. Et enfin, préparer les éléments d'information pour les autorités, les médias et la population. Et enfin, on a nous, donc l'équipe de reconnaissance, qui allons, dans le cadre général, s'intégrer dans le dispositif, renseigner le chef des opérations de secours. Donc, une fois que nous sommes sur place, on rend compte au chef et des incidents potentiels. Donc, comme je vous disais, c'est nous qui intervenons et qui allons agir sur le risque chimique, donc tout ce qui est relevé, consigné, etc. Donc là, ce sera à nous de passer là-dessus. Et l'équipe d'intervention, eux, par contre, ils seront en tenue type 3, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu des scaphandres, on va dire. Donc on est dans une espèce de bulle, c'est une combinaison qui est complètement étanche, dans laquelle on a aussi un appareil respiratoire. Donc notre but, c'est de supprimer ou de limiter les effets du risque et limiter le transfert de contamination. Et bien sûr, le soutien qui est commun aux deux équipes, c'est assurer le soutien aux autres équipes engagées, se mettre à disposition du chef et participer à la mise en œuvre des unités de décontamination. Les unités de décontamination, elles suivent. Voilà. Donc là, on a une cellule de décontamination qui est tout au bout, 2 fourgons incendie et un chef de groupe. Alors, en gros, c'est ce que je vous disais avant, c'est un SAS en fait qu'on va créer pour justement que toutes les personnes qui ont été contaminées par cet agent passent par ce dernier et soient entièrement décontaminées avant de pouvoir se rendre dans la zone de soutien. Merci beaucoup. Je pense que c'était un éclairage intéressant. Je pense que nos chimistes sont sensibles sont sensibles à ça. On a vu que c'était un service départemental. Donc ça, tout est centralisé au niveau du département. Mais est-ce que vous avez des communications avec les autres départements, les autres régions et comment se situe la brigade des sapeurs-pompiers de Paris par rapport alors, c'est pas SDIS, tu m'as dit, c'était SIS. Voilà. Alors, la première question, donc oui, c'est un service départemental, donc en l'occurrence, c'est le Bas-Rhin. Je suis sapeur-pompier du Bas-Rhin. Alors, historiquement, c'était le service départemental d'incendie de secours. Aujourd'hui, c'est le service d'incendie de secours. Il n'est plus départementalisé parce que les deux conseils départementaux, donc du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ont fusionné en la collectivité européenne d'Alsace. On garde chacun toujours nos mêmes budgets, enfin nos budgets respectifs, chacun a son budget, mais il n'y a plus de départementalisation et c'est propre à l'Alsace. Dans les autres départements, il reste services départementaux, c'est juste en Alsace où on n'est plus départementalisé. Ensuite, pour ce qui est des autres départements, oui, on a des communications entre. D'ailleurs, on le voit souvent en été, quand il y a les feux de forêt. Il y a des pompiers du Bas-Rhin qui sont détachés et qui descendent en renfort dans le sud de la France pour aider les autres équipes qui forcément ne suffisent plus à contenir un incendie. Et est-ce que vous avez un système d'information, un système numérique de gestion de maintenance, soit au niveau départemental ou étendu? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Normalement, en interne, ils sont censés, je pense, en avoir un. Mais s'il y en a un, il sera départementalisé et pas national. Alors, je dis ça parce qu'en fait, on avait fait un webinaire avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et ils ont effectivement une GMAO, hein, tout simplement. Oui, voilà. comprends, Mais quel est le lien? Parce que c'est une structure un peu particulière, les brigades de sapeurs-pompiers, parce qu'ils dépendent du ministère de la Défense et vous, c'est l'intérieur? C'est ça. Nous, alors, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ainsi que les marins-pompiers de Marseille eux, dépendent du ministère des Armées parce que c'est des militaires. Les pompiers de Paris sont militaires de l'armée de terre et les pompiers de Marseille de la marine nationale. Nous, en tant que sapeurs-pompiers professionnels qui ne sommes pas militaires, nous dépendons du ministère de l'Intérieur. Donc c'est deux structures complètement... Au final, on fait les mêmes missions, c'est pareil, c'est juste qu'à Paris et à Marseille,
ils ont décidé de militariser la chose. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions. Ben, merci beaucoup, Merci. Caporal.